Salam alaikum. Salam alaikum, bonjour et bienvenue à tous. Avant de commencer, j'ai remarqué qu'il y a des invités qui n'ont pas encore activé leur micro. Donc, prière de réactiver vos micros afin que vous puissiez bénéficier de ce training, s'il vous plaît. D'accord? Rebonjour, voilà une autre fois. Très bien. Rebonjour une autre fois. Donc, alors, symbiose ou dysbiose, quel impact sur notre santé digestive? Comment prendre soin de ses intestins grâce au microbiote, dénommé auparavant flore microbienne intestinale? Le prébiotique, probiotique, prouvé récemment, les probiotiques agissent sur l'écosystème intestinal pour l'améliorer, renforcer sa fonction de barrière, booster donc la réponse immunitaire et diminuer l'inflammation, ce qui contribue à un métabolisme sain et puissant. Mais comment? Et quels sont les critères pertinents pour choisir son probiotique? Vous aurez les réponses à toutes ces questions et plus avec Madame Nessima Idinaren, formateur santé et nutrition dans la région MENA à Unicity International, magister en nutrition biologique et gestion du poids, coach en nutrition sportive, plus de 8 ans dans l'industrie pharmaceutique, responsable qualité des médicaments, plus de 3 ans avec Unicity International, Madame Nessima Idinaren a acquis de grandes connaissances en la nutrition métabolique et comment les produits fournis par la compagnie peuvent améliorer votre qualité de vie. Sans tarder, Madame Nessima Idinaren, la parole est à vous. مساء الخير Nessima. Masa An-Nour, merci Dr Khouidmi pour cette introduction. Je suis très ravie d'être parmi vous, chers praticiennes et praticiens de la santé, cliniciennes et cliniciens de toutes les spécialités confondues. Vous êtes la bienvenue avec nous. Comme vous l'avez bien dit Dr Khouidmi, ça sera une séance particulière, spéciale pour les professionnels de la santé. Nous allons évoquer un sujet c'est-à-dire d'actualité par rapport aux probiotiques, notre santé digestive et son impact, entre autres, sur les maladies métaboliques, sa relation avec les maladies post-modernes, les maladies non transmissibles. Comment peut-on améliorer notre métabolisme et notre santé métabolique en améliorant justement ce mystérieux microbiote, et bien sûr de mettre à votre disposition un produit que nous avez vraiment attendu avec impatience, le Probionic Plus, désormais est disponible en Algérie, à votre disposition. Quelles sont les spécificités, les particularités de ce produit? Nous allons les découvrir tous ensemble au bout de pratiquement 60 minutes. J'espère ne pas trop tarder sur vous. Nous allons directement commencer par l'histoire des probiotiques. Donc d'abord, les probiotiques, il faut savoir qu'ils ont une histoire. L'appellation, ça vient du grec, de la langue grecque, qui veut dire probiotic for life, ou bien pour la vie. Il a été utilisé pour la première fois par Lilly et Stilwell en 1965 pour décrire des substances sécrétées par un micro-organisme qui stimule la croissance d'un autre. Ensuite, Parker avait travaillé sur aussi de sa part sur ces micro-organismes, et il a utilisé pour la première fois le terme probiotique dans le sens où il est utilisé aujourd'hui comme étant des organismes et substances qui contribuent à l'équilibre microbien intestinal. En 1989, il y a eu Fuller qui a tenté d'améliorer la définition de Parker du probiotique avec la distinction suivante, qui est un complément alimentaire microbien vivant qui affecte de manière bénéfique l'animal hôte en améliorant son équilibre microbien intestinal. Donc, probiotiques pour la vie, ou probiotics for life, sans oublier bien sûr les travaux de Metchnikov en 1907, qui avait découvert que finalement la source au fait de ces micro-organismes mystérieux, grâce à ce grand monsieur, ce grand chercheur, ont été évoqués dans l'un de ses ouvrages en 1907 en disant que le lait fermenté, c'est une source de lactobacillus, comme des petites bactéries qui vont prolonger la vie, sans plus. Ensuite, tous les travaux qu'on vient de
citer, de voir ensemble. Et finalement, la définition de l'Organisation mondiale de la santé est venue en 2001 comme définition mondiale. C'est des micro-organismes qui, lorsqu'ils sont administrés avec des quantités adéquates, confèrent des bienfaits pour la santé de l'hôte. Donc, quel est le concept au fait de ces probiotiques? C'est des micro-organismes qui ont des effets, qui sont exercés et d'une façon, en fait, les micro-organismes, ils sont viables. Donc, pour qu'on sache est-ce qu'ils sont toujours actifs ou pas, c'est des micro-organismes viables. Cette action, elle est applicable indépendamment du site d'action et de la voie d'administration. Donc, pas forcément par la voie orale, ça va agir au niveau de la bouche. Ça inclut aussi des sites tels que la cavité buccale, les intestins, le vagin, la peau, et vous allez voir ensemble ultérieurement que nous sommes plus bactériens qu'humains. Donc, nous avons de la flore bactérienne un peu partout dans nos corps. Et dans le cas des aliments probiotiques, l'effet sur la santé est généralement basé sur l'altération de la microflore gastro-intestinale, qui est le sujet de notre rencontre aujourd'hui, et donc sur la survie pendant le transit gastro-intestinal qui représente un véritable challenge pour les grandes compagnies productrices de probiotiques. Donc, comme je viens de dire et de vous annoncer un petit peu la couleur, nous sommes plus bactériens qu'humains, c'est vrai, c'est les études qui le démontrent. Nous avons 100 fois plus de gènes de microbiote intestinal que dans notre génome humain. Cela a fait l'objet de plus de 9000 800 études à travers le monde entier. Les plus grands projets de la recherche à l'échelle mondiale en cite My New Gut Project en Europe avec un budget immense de 9 millions d'euros et le deuxième aux États-Unis, Microbiome Gut Brain Axis avec un budget de 7 millions de dollars. Donc imaginez vraiment l'argent dépensé pour mettre en évidence la relation de ce microbiote et son influence sur notre santé métabolique, voire même la régulation sur l'axe tel que cité dans Microbiome Gut Brain Axis, donc l'axe de régulation entre le microbiote et le cerveau est désormais préétabli. Il y a même une citation que vous avez peut-être rencontrée dans l'une des revues médicales ou de nutrition. On parle de l'influence de l'alimentation sur l'humeur. Il y a même une expression américaine qui dit « Your mood follows your food ». Autrement dit, votre humeur suit votre alimentation ou votre aliment, d'où l'impact important et très important de ce microbiote, pas d'une façon mécanique certes, mais plutôt d'une façon chimique à travers des métabolites secondaires, à travers une influence sur les neurotransmetteurs qui va changer notre capacité cognitive, notre concentration et voire même notre mémoire en général et activité cérébrale. Donc, quelle est la succession écologique de ce microbiote? Est-ce qu'on est avec le microbiote? Est-ce que ce microbiote est identique de la naissance jusqu'à ce qu'on meure? Qu'est-ce qui se passe au fait? Au fait, il faut savoir qu'il y a des facteurs prédéterminants de la qualité du microbiote. D'abord, la géographie, qui est une chose, disons, qu'on ne peut pas modifier, on ne peut pas changer. Il y a le premier facteur déterminant ou prédéterminant, c'est la vie embryonnaire. Est-ce que la maman prenait soin de son style de vie? Est-ce qu'elle mangeait équilibré? Est-ce qu'elle faisait de l'activité physique? Elle arrivait à gérer son stress ou pas? Donc, tout ça va déterminer la qualité du probiotique de son bébé et son futur adulte, ce futur adulte. Ensuite, il y a la voie d'accouchement, un point très, très, très important qui a fait vraiment une révolution dans le monde de la digestion et de la santé métabolique. La voie d'accouchement ou bien la façon dont la maman accouche est très importante. Si par une voie basse, c'est-à-dire que le bébé va rencontrer comme première flore la flore vaginale, il va la développer avec son allaitement. Ça dépend des types d'allaitement, chose qui est différente des mamans césarisées qui n'auront pas la chance de donner cette première dose de microbiote à leur bébé. Et ensuite, comme on vient de le citer, l'allaitement, si c'est un allaitement maternel, c'est d'ailleurs ce qui est recommandé par toutes les organisations mondiales, ou bien un allaitement artificiel qui va encore bousiller et réduire la qualité des micro-organismes constituant cette flore intestinale chez le bébé. Ensuite,
ensuite, le passage à travers l'alimentation, à travers l'âge adolescent, adulte. Est-ce que cet adulte prend soin de lui-même, son style de vie, comment il est? Est-ce qu'il fait de l'activité physique? Il arrive à manager son stress ou pas? Est-ce qu'il mange équilibré? La prise médicamenteuse, entre autres, c'est l'un des facteurs vraiment déterminants de la qualité de ce microbiote. Donc ensuite, il y en a deux répartitions. Après avoir accumulé tout ce nombre de facteurs, nous avons deux catégories de gens. Nous avons ceux qui vivent en symbiose, une relation harmonieuse entre l'individu et son microbiote. Donc c'est des gens qui vivent une vie saine, entre guillemets, c'est l'idéal et nous ne vivons pas une vie idéale malheureusement. Il y a la deuxième catégorie, ceux qui vivent en dysbiose, et c'est la quasi-totalité à travers le monde entier. Tous les continents, il n'y a pas uniquement le Middle East, le North of Africa ou bien les États-Unis ou bien l'Europe, c'est tout le monde qui se plaint de cette dysbiose et de sa répercussion sur la qualité de vie et la santé. C'est des gens qui vivent dans une guerre, dans un déséquilibre entre leur microbiote et eux-mêmes. Donc, quelle est au fait la répartition aussi? Un point très important, comment est-ce que ces micro-organismes sont répartis tout au long de ce tube digestif? Microbiologiquement parlant, l'intestin a trois régions principales qui sont l'estomac, l'intestin grêle et le côlon. Parlons de l'estomac, il a un très très faible nombre de bactéries. Généralement, c'est des anaérobies facultatifs tels que les lactobacilles, les streptocoques et les levures, et même en présence très faible, pratiquement une centaine d'unités formant colonie par millilitre, et cela est dû à une faible teneur en pH, donc les facteurs défavorables. Le facteur environnemental défavorable qui est le pH acide va empêcher la présence de micro-organismes. Retenez ce point, on y reviendra plus tard avec plus d'illustrations. Deuxième point, l'intestin grêle. Donc l'intestin grêle qui a une charge bactérienne un peu plus importante, constituée par des anaérobies facultatifs comme les lactobacillus, les streptocoques, les entérobactéries ainsi que les anaérobies strictes comme les bifidobacterium et les clostridies, avec un taux de 104 à pratiquement 108 unités formant colonie par millilitre. Cependant, le côlon a la population la plus importante, entre 1000 en contenu global. Donc, parlons maintenant de l'impact de ce microbiote et de son pouvoir sur les maladies métaboliques et les maladies postmodernes. À l'échelle moléculaire, nous allons analyser tout ce qui se passe chez un individu qui vit dans une dysbiose et qu'est-ce qu'il ressent, c'est-à-dire tout ce qu'il a comme modification par rapport à un individu sain. À l'échelle moléculaire, nous allons l'analyser ensemble. D'abord, tous les processus de dysbiose commencent par le même scénario et le même phénomène. Donc, une alimentation excessive et déséquilibrée en acides gras, en sucre, en sel, une activité physique faible, insuffisante ou voire même une sédentarité totale, une mauvaise gestion de stress, un mauvais management de qualité de vie ou bien un mauvais style de vie. Cela va directement induire à une dysbiose intestinale qui va modifier la barrière intestinale. Qu'est-ce que ça veut dire une modification de barrière intestinale? Ça veut dire qu'il va y avoir une translocation bactérienne. La barrière qui était censée être serrée entre elles, les cellules épithéliales, elles devraient être serrées, elles ont perdu cette notion, cette jonction, et elles ont subi un relâchement. Donc, ce relâchement-là, on parle d'une hyperperméabilité intestinale. Vous avez sûrement entendu parler de ce phénomène comme processus initiateur de plusieurs maladies métaboliques. Donc, cela va laisser passer tout et n'importe quoi. Même des molécules qui ne sont pas censées migrer de la lumière gastrique jusqu'à la circulation sanguine, maintenant, à cause de cette hyperperméabilité intestinale, elles ont la capacité de migrer et de circuler le plus normalement dans le sang, chose qui va activer le système immunitaire. Donc, il détecte un corps étranger, une molécule qui n'est pas censée se retrouver dans la circulation sanguine. Il commence à sécréter des cytokines. Donc, c'est un processus pro-inflammatoire et cette protéine de pro-inflammation commence à circuler et donnant une alarme au corps qui va ensuite répondre en sécrétant un tissu adipeux sous-cutané comme protection. Même un tissu viscéral, voire même des stéatoses qui sont dues
à cette inflammation appelée inflammation de bas grade. Ça peut même entraîner une insulinorésistance, voire même un diabète type 2, des maladies cardiovasculaires, et ça commence l'histoire des maladies postmodernes, maladies non transmissibles, appelez-les quand vous voulez. Chez nous, en étant leader en santé métabolique, on les appelle maladies métaboliques, et c'est ça justement, ça commence d'un métabolisme malsain et déséquilibré. Donc maintenant, vous avez le processus, vous avez le point de départ et le point en commun de toutes les maladies que nous souffrons actuellement et qu'on peut vraiment modifier, changer et voire même prévenir. Donc, la deuxième chose que je voudrais partager avec vous, une étude balèze, une étude qui a fait vraiment une révolution par rapport à la prise en charge de l'Helicobacter pylori. Comme vous le savez tous, c'est une infection bactérienne chronique qui est la plus courante chez l'homme, qui peut provoquer des gastrites chroniques, des ulcères gastro-duodénaux, un adénocarcinome gastrique. Des études justement in vitro ont suggéré que les bactéries lactiques, rappelez-vous des probiotiques, les bactéries lactiques peuvent inhiber, voire même tuer l'HP en agissant comme bactéricides. Donc ça, c'est la première étude. La deuxième, par rapport aux bifidobactéries qui peuvent inhiber la croissance et la fixation de l'Helicobacter pylori. Il y a aussi des mécanismes possibles par lesquels, par exemple, les Lactobacillus salivarius éradiquent l'Helicobacter pylori, comprenant la capacité, c'est-à-dire c'est un effet antagoniste. Donc la capacité du premier à se lier aux cellules épithéliales. Donc il y a en quelque sorte un effet antagoniste entre eux et à produire une grande quantité d'acide lactique et même à proliférer rapidement. Donc, les probiotiques aussi ont la capacité de produire des acides tels que les acides lactiques qui abaissent le pH intestinal et donc ça va inhiber les mauvaises bactéries de proliférer, telles que les Clostridium, les Salmonelles, les Escherichia coli. Ça diminue aussi la production de divers métabolites toxiques, voire même cancérigènes, et ça aide à l'absorption des minéraux, en particulier le calcium. Pourquoi? Parce qu'il trouve un terrain favorable qui est un pH acide. Donc, en raison de l'augmentation de l'acidité intestinale, le calcium est encore mieux assimilé et absorbé. Il y a aussi la production de la fameuse enzyme que beaucoup de gens font faute, qui est la bêta-dégalactosidase, qui décompose le lactose et du coup, ça prévient et ça améliore beaucoup les intolérances au lactose. Ça produit aussi une large gamme de substances antimicrobiennes telles que les acidophilines, les bactériocines, qui aident à contrôler aussi les bactéries pathogènes et ça produit des vitamines, comme vous le savez tous, en particulier la vitamine B et la vitamine K qui sont produites au niveau de ces merveilleux probiotiques. Ils agissent aussi comme des barrières pour empêcher les bactéries nocives de coloniser nos intestins. Et les probiotiques aussi réduisent les niveaux plasmatiques des concentrations d'endotoxines bactériennes. Par quel phénomène? En inhibant la translocation des bactéries. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, rappelez-vous de ce schéma. On a un petit peu étalé et détaillé le schéma pour que vous ayez toujours référence à ce schéma. Donc, la translocation bactérienne, c'est le point de départ de tous les troubles et les problèmes métaboliques dans la circulation sanguine. En raison de quoi? De leur capacité à resserrer la barrière muqueuse. Donc, une fois nous allons réparer cette paroi qui souffrait d'une jonction perturbée, donc nous allons la resserrer. À ce moment-là, on parle d'une réparation de la perméabilité intestinale. Il n'y aura plus le flux aléatoire de tout et n'importe quoi, de la lumière gastro-intestinale vers la circulation sanguine. Les probiotiques aussi interdisent la colonisation par des bactéries pathogènes par un effet compétitif pour les nutriments. Aussi, la régulation à la hausse du système immunitaire par la production d'antitoxines. Ils ont la capacité de produire des antitoxines qui agissent directement sur les bactéries pathogènes. Aussi, quand on abaisse le pH luminal du côlon, cela va favoriser la croissance de bactéries commensales qui ne sont pas nocives et va éliminer la présence de bactéries pathogènes. Cela aussi est assuré grâce à des short chain fatty acids, autrement dit les acides gras à chaîne courte. Les acides gras à chaîne courte, aussi l'acide acétique produit par les probiotiques, ont une activité antimicrobienne contre les moisissures, contre les levures, et aussi les bactéries. Les probiotiques aussi exercent des effets protecteurs par la production de peroxyde d'oxygène, donc l'eau oxygénée que nous connaissons tous avec un effet bactéricide.
et l'acide benzoïque qui inhibe de nombreuses bactéries pathogènes sensibles aux acides de proliférer. Donc, après avoir vu tout ce qui est probiotique, l'appellation, l'histoire, le rôle, leur implication dans les maladies métaboliques et comment est-ce qu'on peut vraiment prévenir, voire même éviter les maladies que pratiquement tout le monde en souffre actuellement, passons aux probiotiques que Unicity, leader mondial dans la santé métabolique, met à votre disposition. Il s'appelle Probionic Plus, qui est désormais disponible en Algérie en vente directe. Donc, le Probionic Plus, la première particularité du produit, c'est un produit déjà breveté, préqualifié et même listé dans l'une des revues médicales les plus prestigieuses dans le monde, qui est le Physician Desk Reference. Donc, à partir de là, vous allez avoir vraiment une idée sur les produits qui sont déjà listés, sur nos 17 produits qui sont listés dans cette revue médicale prestigieuse. Le probionique est l'un de ces produits brevetés. Donc, quelle est la particularité? Quelle est la spécificité de ce probiotique par rapport à d'autres? C'est des questions que vous allez sûrement vous poser et on va vous répondre au fur et à mesure. La première des choses, ce n'est pas tous les probiotiques qui sont identiques. Et le critère de choix doit être basé sur des critères de qualité. La première des choses, il faut qu'il y ait une variabilité de souches bactériennes. Donc, il ne suffit pas de mettre 4 souches, mais identiques, qu'on va se dire, ça y est, j'ai eu ma dose et j'aurai une efficacité prouvée du probiotique que j'ai ingéré. Non, c'est faux. Donc, la variabilité, c'est l'une des clés de mesure. Comment est-ce qu'on peut mesurer la qualité d'un probiotique? C'est à travers la variabilité des souches contenues. Et là, on parle de 11 souches bactériennes. Idéalement, c'est qu'il y ait pas moins de 4 souches. C'est une recommandation internationale, 4 souches différentes. Et idéalement parlant, c'est plus de 4. Généralement, la majorité, on va voir quelques comparaisons de toutes les façons à travers le monde entier, entre autres à travers la disponibilité en Algérie de probiotiques. Vous allez remarquer que la majorité mettent entre 2 et 4. 4, c'est le maximum de probiotiques. Et nous avons levé le challenge jusqu'à 11 souches bactériennes que nous allons découvrir ensemble. Deuxième point et critère important pour c'est-à-dire prédire la qualité du probiotique, c'est la quantité d'unités formant colonie. Il ne faut pas qu'il y ait moins que la dose recommandée par l'OMS et les organisations mondiales. Donc, la recommandation journalière, pour cela, nous avons mis dans une dose de Probionic Plus 5 milliards d'unités formant colonie. Troisième point important, il faut que l'ADN de cette souche incluse dans le probiotique soit breveté, préqualifié et même connu par la majorité des sociétés savantes, voire même elle a fait l'objet de plusieurs études et c'est ça ce qu'on appelle les bactéries à ADN spécifique. Donc, seuls les brins de bactéries spécifiques étudiés dans la communauté scientifique peuvent conférer des avantages pour la santé. Il ne s'agit pas d'un brin qui est méconnu, on le met, on se dit oui, c'est bon, j'ai eu la variabilité. Non, il faut qu'il y ait un ADN spécifique. Quatrième point, qui est la particularité et l'exclusivité de Probionic Plus, c'est la micro-encapsulation. Quand on parle de micro-encapsulation, c'est une technologie que nous allons partager avec vous ultérieurement. Micro qui veut dire à l'échelle micro, encapsulation, c'est une enveloppe qui permet aux bactéries saines, donc toutes les bactéries incluses dans le Probionic Plus, elles vont être livrées vivantes dans l'intestin grêle. Rappelez-vous, quand on avait commencé la séance, on avait parlé de la notion de microbiote vivant. Donc, quand on parle d'un micro-organisme vivant, il faut assurer sa survie. Et n'oubliez pas qu'il va dépasser un pH très difficile, qui est le pH gastrique, très acide, qui va tuer la quasi-totalité des micro-organismes. Donc, seules les bactéries vivantes peuvent conférer des avantages pour la santé, d'où l'intérêt d'une protection type micro-encapsulation, une enveloppe qui va protéger ces micro-organismes. Donc, voilà cette technologie, c'est-à-dire en 2 mots, à quoi elle consiste. C'est une poudre. Le Probionic Plus, vous allez remarquer que c'est
une poudre que vous allez prendre, reconstituer dans l'eau ou prise directement en poudre. Ça ne change pas. Le fait de le diluer, ça ne va pas faire disparaître l'enveloppe ni l'endommager. Donc, en passant par l'œsophage, en passant par l'estomac, sans pH acide, rien ne va se passer. Donc, vous êtes sûr que votre micro-organisme est protégé, l'enveloppe est toujours là et il arrivera au niveau intestinal avec toutes ses capacités à réduire réduire le processus inflammatoire et donner tous les bienfaits qu'on vient de voir. Donc, cette micro-encapsulation, c'est des matériaux de revêtement. Peut-être vous allez vous poser la question, c'est quoi et tout? C'est des matériaux de revêtement de qualité pharmaceutique. On a l'habitude de faire des revêtements en industrie pharmaceutique. C'est vrai qu'on est dans la supplémentation, mais c'est avéré que les probiotiques nécessitent une double, voire même triple protection. Au lieu de faire augmenter le nombre de probiotiques comme le font beaucoup pour ne pas dire toutes les compagnies productrices de probiotiques, ils le font. Ils doublent, voire même triplent le nombre de probiotiques, comme quoi, au cas où, si jamais la quantité va être altérée au niveau gastrique, on aura toujours une quantité qui sera active en arrivant aux intestins. Donc là, c'est toute la différence. Donc, on n'avait pas à augmenter le nombre, mais plutôt à protéger le matériel, à protéger le probiotique avec un matériel de revêtement de qualité pharmaceutique. Revenons aux souches, nous allons voir, je pense au prochain slide ou juste après, qu'il y a plusieurs genres, certes, il y a plusieurs espèces et plusieurs souches. Il y a en fait une synergie d'action. Pourquoi nous avons choisi, peut-être quelqu'un d'entre vous est en train de se poser la question, pourquoi 11 souches? Pourquoi nous avons choisi par contre ces souches avec un nombre énorme? La raison est parce que plus on a de probiotiques de souches différentes, plus on va créer une synergie d'action, une complémentarité et une entraide. Il va y avoir une collaboration entre les différentes souches. Dans la même espèce et le même genre, il y a des variabilités d'une souche à l'autre. Donc, on parlait de ça, de 11 souches, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus plantarum, déjà fait Lactobacillus. Nous avons à citer pratiquement 6 ou 7 Lactobacillus, plus les Bifidobacterium que vous connaissez tous, avec une dose de 5 millions d'unités formant colonie, la dose journalière recommandée par les sociétés savantes. Là, voilà. Donc, tout à l'heure, on avait parlé de l'effet de synergie d'action et d'entraide entre les souches. Donc, c'est pour ça qu'on a fait de sorte à ce que je vous ai choisi 2 lactobacillus et 2 bifidobacterium pour que vous ayez un petit peu une idée sur le rôle de chacun de la même famille, du même genre, même espèce, mais des souches différentes. Par exemple, lactobacillus acidophilus LA02, ça soutient l'effet de barrière naturelle, rappelez-vous. Donc, la barrière, elle est restaurée grâce à cette souche. Ça réduit les effets gastro-intestinaux indésirables, l'inconfort, les douleurs abdominales, les ballonnements et tout. Par contre, les lactobacillus rhamnosus, elles aident la flore intestinale à contrôler les épisodes de diarrhée et rééquilibrent la fonction de motilité intestinale. Cette souche, par l'occasion, elle est très rare chez les femmes et les sujets âgés. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il y a toujours la nécessité de la supplémentation. Il faut toujours ces deux catégories, qu'elles soient supplémentées en lactobacillus rhamnosus. Il y a aussi les bifidobacterium, les BR03, qui rééquilibrent la motilité intestinale, mais pas que ça. Ça contribue aussi pour le rééquilibrage de la microflore intestinale et améliore l'activité métabolique. Il y a les bifidobacterium lactis BS01 qui rééquilibrent la composition de la microflore après les traitements avec les antibiotiques. Comme vous le savez tous, les antibiotiques, pour ne pas dire toutes les classes, mais la majorité d'entre elles, elles induisent à des diarrhées. Donc, la diarrhée, elle va vraiment perturber la flore intestinale. Et le bifidobacterium lactis, l'un de ses rôles de rééquilibrer après une diarrhée, une telle diarrhée, la flore, et aussi d'améliorer l'activité métabolique de toute la flore. Donc, passons maintenant aux comparaisons. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes présents dans plus de 60 pays, chose qui nous a permis de comparer le Probionic Plus, pas non seulement à l'échelle américaine, c'est-à-dire sur les États-Unis seulement, sur les produits disponibles aux US, mais plutôt sur le marché mondial. Donc là, on est d'accord pour les critères de choix. On avait dit un ADN spécifique,
On avait dit le nombre de bactéries, la variabilité de souche et la technique qui met en œuvre la protection de ces microbiotes, surtout quand ils dépassent l'estomac gastrique très acide. Donc, on est d'accord pour les souches, les 11 souches incluses dans le Probionic Plus, avec une quantité de 5 milliards, un processus exclusif de micro-encapsulation pour protéger davantage les bactéries et permet d'absorber la totalité du dosage, mais aussi vivante. C'est des bactéries vivantes qui est très importante. Par exemple, For Life, il a une grande variété de souches, mais un dosage aussi très élevé, mais malheureusement, c'est des souches non répertoriées. Donc, on revient, on se pose la question, est-ce que vraiment j'aurai un effet bénéfique sur ma santé ou pas? Donc là, encore une fois, c'est des comparaisons par rapport à la technique de micro-encapsulation, le nombre. Il y a aussi beaucoup en Algérie, par exemple, nous avons je dirais, tradition ou bien la recommandation de prendre des yaourts ou des produits laitiers fermentés en vue de prendre des probiotiques. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas juste à 100%. Il faut que cela soit géré par le biais des critères qu'on vient de citer, entre autres la qualité, la quantité et l'ADN spécifique. Par exemple, on vient de voir que l'Activia, ça contient un nombre élevé c'est-à-dire il y a eu beaucoup de recherches sur cette souche, mais une seule souche bactérienne. Est-ce que le Bifidus regularis me suffit pour avoir toutes les vertus connues des probiotiques? Encore une fois, question qui reste à poser. Il y a aussi les quantités, c'est des quantités de 1,25 millions, c'est très peu par rapport aux besoins journaliers, ce qu'il faut donc multiplier l'apport journalier pour tomber pour couvrir les besoins journaliers. Il y a aussi d'autres produits qui sont disponibles. Là, c'est pour que vous puissiez avoir une idée un petit peu, une grande variabilité par exemple, mais toujours un très faible dosage ou bien des souches méconnues, non répertoriées ou qui ne sont pas spécifiques. Partons maintenant à une étude faite aux États-Unis, au Centre de recherche et de développement à Utah de Unicity, aux États-Unis, qui vraiment met en œuvre la synergie d'action et l'entraide entre la même famille, mais c'est des souches différentes. Comment est-ce qu'elles s'entraident pour gérer un problème de diarrhée, peu importe la raison de la diarrhée, si c'est une diarrhée virale ou bien qui est due à un traitement d'antibiotiques ou autre. On remarque que les meilleures réponses avec un délai plus bref de diarrhée sont les gens auxquels on leur a administré des doses de souches différentes, c'est-à-dire Rhamnosus LGG, Lactobacillus, Lactophilus. Donc, nous avons changé et mis plusieurs souches, plus la variabilité augmente et moins est la durée de diarrhée. Donc, pour récapituler les effets des probiotiques sur la santé digestive que nous connaissons tous, la lutte contre les ballonnements, l'inconfort abdominal, ça aide aussi dans la production de vitamines, ça aide pour l'assimilation de micronutriments. Tout ça, mais n'empêche de faire un rappel aussi sur le soulagement de la constipation, le soulagement de la diarrhée aussi, la réduction des symptômes du syndrome du côlon irritable. C'est des gens vraiment vulnérables et qui ont vraiment besoin d'un soutien par rapport aux probiotiques. La réduction des symptômes des maladies de Crohn aussi. Vous savez que la maladie de Crohn, c'est l'inflammation, c'est-à-dire elle empêche de restaurer la flore intestinale et cela va aggraver la situation, d'où le besoin d'une supplémentation en continu avec des probiotiques. Et aussi la réduction de l'inflammation, et on vient de voir par quel phénomène ça resserre la jonction intestinale et ça lutte contre la production de cytokines et du coup, ça module positivement la réponse immunitaire. N'oubliez pas encore une fois que 60% des cellules de notre système immunitaire subissent leur maturation, leur perfectionnement au niveau des intestins, mais il n'y a pas que ça. Les probiotiques ont au moins 5 mécanismes qui sont déjà listés, connus à travers les 9800 études faites sur le microbiote intestinal, soit par le premier processus qui est l'inhibition de l'adhésion des agents pathogènes, la modulation de la production des cytokines et donc le renforcement du système immunitaire
et de la réponse immunitaire. Troisième processus, c'est la production d'hydrogène, de peroxyde d'hydrogène qui va lutter et inhiber la prolifération des agents pathogènes. L'agrégation aussi des bactéries pathogènes, chose qui va faciliter leur élimination du corps, et aussi la production des bactériocines et des acides tels que l'acide lactique qui ont un effet sur la prolifération. Ça inhibe la prolifération des bactéries pathogènes. Donc, cela peut être administré pendant les infections virales, bactériennes, parasitaires, les infections à levure, les infections des voies urinaires, voire même pour la prévention d'une éventuelle récidive ou même pour avoir une bonne réponse immunitaire et éviter une perturbation, voire même une baisse, surtout avec la conjoncture actuelle. Tout le monde pense comment booster sa réponse immunitaire, mais on n'en pense pas vraiment en profondeur et à l'échelle moléculaire. L'une des clés justement du renforcement immunitaire, c'est avoir un bon microbiote sain et équilibré. Passons maintenant à quelques questions. C'est un sondage d'opinion qui a été fait à travers le monde, comme on vient de vous dire, à travers une présence de plus de 60 pays. Unicity a vraiment profité de sa présence en récoltant un maximum de questionnaires. La première question, c'est pour les gens qui prennent déjà, comme on vient de dire préalablement, comme on l'a déjà expliqué, qui prennent des produits fermentés, ou bien des yaourts, des laits fermentés, en disant est-ce que j'ai toujours besoin d'un probiotique, sachant que je prends ceci, cela, on est tous d'accord que la quantité, que la qualité, l'ADN spécifique reste toujours le X. Si vous pouvez le garantir, tant mieux pour vous. Sinon, prenons l'exemple d'un yaourt, il vous faudra 5 portions par jour. Donc, 5 portions par jour, je vous laisse imaginer toute la charge calorique qui en résulte et les additifs et le sucre, l'excès de sucre qui est dedans. Du coup, vous n'allez pas vraiment gagner en termes de santé que d'accumuler des excès de sucre et d'additifs. Deuxième question, est-ce que toutes les souches probiotiques sont identiques? Nous avons déjà répondu à ça, non. Et plus nous avons de variabilité, plus nous allons garantir les bienfaits sur la santé métabolique, digestive et immunitaire en même temps. Est-ce que probionique est sans gluten pour les intolérants? Rassurez-vous, oui, il est sans gluten, vous pouvez en prendre sans problème. Probionique est-il kasher? Est-ce qu'il est halal? On est dans la région MENA, on parle d'une consommation de musulmans. Est-ce que c'est certifié? Oui, nous avons certifié le probionique destiné au pays MENA, Middle East and North of Africa, halal, donc il n'y a pas de problème. Est-ce que le probionique peut être mélangé avec de l'eau? Là, on fait toujours allusion à la micro-encapsulation, la technique qui enveloppe le micro-organisme. Est-ce qu'elle n'est pas altérée? Le fait que je le dilue avec de l'eau, rassurez-vous, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le prendre en poudre quand vous pouvez diluer dans l'eau et la protection reste toujours valable. À quelle fréquence dois-je prendre probionique? Une prise journalière, de préférence après le petit déjeuner. Pourquoi? Ça, c'est une règle générale applicable pour tous les probiotiques. On ne prend jamais un probiotique juste au réveil, à jeun. Pourquoi? Parce que l'estomac est très acide à ce moment-là et ça risque d'altérer. Malgré qu'il est protégé, malgré qu'il y a une haute technologie, je prends toujours mes précautions et de préférence ne pas altérer. Malgré 1 milliard ou 2 milliards, on parle actuellement de 5 milliards de probiotiques, mais profitez-en, profitez de cette grande quantité et n'altérez pas avec la quantité, avec un geste peut-être inconscient. Probionique plus est-il un laxatif? Non, ce n'est pas un laxatif. Ça améliore à restaurer la bonne motilité gastrique, mais cela dit que ce n'est pas un laxatif. Donc, on a fait le tour de toutes les questions, de tous les points très importants. Quant à moi, il ne me reste qu'à vous souhaiter une agréable fin de journée. Prenez soin de vous, restez branchés avec les nouveautés de Unicity to make life better et à bientôt. Merci.